Et Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. qu'il faut rouler la France avec Mobility TV, exactement. Ça va, Philippe David? Ça va très bien. Et vous, toujours heureux de retrouver nos amis de l'automobile le jeudi. Ouais, c'est un plaisir, on adore l'automobile. Et justement, ça tombe bien parce que ce lundi s'ouvre le mondial de l'automobile jusqu'au 23 octobre. Seul salon automobile de l'année en Europe, cette grande messe de l'auto attire tous les 2 ans plus d'1 million de visiteurs. C'est le plus grand salon automobile du monde en matière de longévité et de fréquentation, mais aussi l'un des rares salons automobiles à subsister encore aujourd'hui. Au programme, une dizaine de jours consacrés à la mobilité du futur. Mais comment s'y retrouver? Quel modèle choisir? Quelle marque française, étrangère? Quel délai de vente pour les véhicules du neuf, de l'occasion? Quelle motorisation? Et surtout, sujet d'actu important, quel carburant? Tous nos conseils avec nos spécialistes jusqu'à 20h. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV. Les vraies voix Sud Radio. Et nos invités pour en parler, des experts. Bonsoir Stanislas Laroumet, fondateur de Ma Voiture Idéale. Bonsoir. Et Jean-Christophe Lefebvre, journaliste reporter pour les essais automobiles spécialisés pour les flottes et les entreprises. Bonsoir. Bonsoir. On vous souhaite la bienvenue. Alors, le contexte est un petit peu compliqué depuis ces derniers mois, c'est-à-dire que les Français, avec toutes les injonctions, toutes les informations, on ne sait plus que choisir. On veut acheter du neuf, on veut acheter de l'occasion, et finalement, comment se retrouver et comment trouver des solutions et quelles sont les bonnes questions à se poser. On va commencer par vous, Stanislas Laroumet. Laroumet, pardon. Comment on fait? On veut trouver une voiture, on démarre par quoi déjà? Alors on démarre par avoir beaucoup de patience si vous voulez une voiture neuve, parce qu'à l'heure actuelle, avoir une voiture neuve, c'est très compliqué, ça dépend des constructeurs évidemment. Il y a quelques stocks, mais si on veut la voiture de ses rêves, celle qu'on veut avoir dans son garage tous les matins, eh bien c'est compliqué. C'est comme faire le plein d'essence en ce moment. C'est très compliqué. Il faut s'armer de patience. C'est beaucoup plus long que de faire le plein d'essence. Il faut parfois il faut minimum 3 mois de délai pour une voiture que l'on commande neuve chez un concessionnaire, et ça peut aller jusqu'à 6 mois, 8 mois, 12 mois, voire 14, 15 mois. Tout ceci à cause de la fameuse crise des semi-conducteurs, qui perturbe totalement l'industrie automobile, parce que les semi-conducteurs ne sont pas seulement destinés aux voitures électriques, hybrides, rechargeables ou hybrides, mais des semi-conducteurs, il y en a partout, dans toutes les voitures. Par exemple, dans un simple haillon électrique, il y a un semi-conducteur. Il y a des gens assez patients pour attendre 12 ou 15 mois. Non, ils se rabattent, pardon. Non, ils n'ont pas le choix. Oui, ou alors ils se rabattent sur des occasions récentes qui valent aujourd'hui parfois aussi cher que le neuf. Mais le délai tend à se réduire parce qu'il y avait une autre crise qui était celle de la logistique, où les bateaux étaient tous occupés par autre chose, et ça commence à se résorber. Et en plus, les constructeurs ont effectivement mis en place des systèmes de stock où il y a des voitures. Chez Renault, ça s'appelle Fast Track. C'est-à-dire, vous pouvez rien choisir dessus, mais elle est totalement configurée. Vous pouvez l'acheter, elle est livrable en 1 mois ou 2 mois. À l'américaine un peu. Voilà, c'est ça. Donc, c'est une façon d'acheter qui permet, pourquoi pas, de pallier à des manques dans des marques de rêve. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on préconise plutôt de l'achat d'occasion plutôt que du neuf, parce que c'est un peu compliqué. C'est-à-dire qu'on parlera des carburants tout à l'heure, et là, il y a un petit ventre mou, mais qu'on comprenne bien entre hybride rechargeable, il y a un peu un problème de pédagogie, Stanislas, quand même. Alors oui, ça vous avez le temps ou pas? Non, il faut savoir, c'est en fonction de où vous habitez, l'usage de votre voiture, combien de kilomètres vous allez faire par an, est-ce que vous roulez plus dans un milieu urbain ou pas, est-ce que vous pouvez recharger votre voiture ou pas. Par exemple, quand on habite dans un appartement en ville, qui n'a pas de prise en bas de chez soi, et qu'on va dans un bureau où on n'a pas de garage, eh bien c'est très compliqué de recharger. C'est compliqué de recharger sa voiture hybride rechargeable ou électrique. En revanche, l'hybride simple non rechargeable, qui existe chez peu de constructeurs, il faut bien le rappeler, comme Hyundai, Toyota, Kia, Renault et Honda, eh bien là, il n'y a pas besoin de la recharger. Donc les gens font souvent l'amalgame en disant « Ah non, mais je veux pas d'hybride parce que je ne veux pas être contraint de la recharger ». Mais il y a des voitures hybrides qu'on ne recharge pas. Et il n'y a que Renault qui arrive à expliquer en disant « hybride auto-rechargeable ». Ils l'expliquent dans leur publicité. Donc ça a le mérite d'être très très clair. Jean-Christophe Lefebvre, on va parler gros sous, si vous permettez. Oui. Vous avez dit que l'occasion se porte bien au niveau prix, mais que c'est long pour avoir une voiture. Donc si on analyse la loi de l'offre et de la demande, on ne doit pas pouvoir négocier beaucoup de remises sur une voiture neuve aujourd'hui.
Non, de toute façon, ça fait un petit bout de temps qu'on négocie plus, sauf sur des marques qui ont une image moins bonne. Hein. Par exemple, Peugeot ne négocie pas ses prix. Renault est arrivé à faire des prix sur du neuf non négociable. Qui plus est, vous ne négociez pas un prix quand vous achetez de moins en moins cash, mais que vous louez. Aujourd'hui, c'est les formules qui sont mises en avant par les constructeurs, hein, quelle que soit la motorisation par ailleurs. C'est-à-dire qu'on n'achète plus la voiture, en fait. Non, vous la détenez pour 3 ans, 4 ans, avec des formules de location mensuelle qui peuvent être intéressantes. Et là-dedans, il n'y a pas de négociation sur le prix de la mensualité. C'est comme ça, c'est à prendre ou à laisser. Donc, sur l'occasion, il y a plus de possibilités de négocier, mais faut-il encore qu'il y ait les modèles qui vous correspondent. Oui. Or, les hybrides, je ne parle pas des hybrides rechargeables qui sont un cas à part, mais les full hybrides, comme Toyota, comme Renault récemment, sont des voitures très demandées parce que vous pouvez aller dans les zones... les ZFE. À faible émission. Ah oui, exactement, avec des vignettes critères 1, même si elles vont être redéfinies. Et ça permet quand même de s'acheter un passeport pour l'avenir, au moins pour les 2 ou 3 ans, on va dire... qui viennent. Mais comment s'y retrouver dans tous ces constructeurs, hein, puisque entre ceux, les traditionnels que l'on connaît, et il y a une déferlante de nouveaux constructeurs qui arrivent, qui viennent d'Asie. Hein, comment s'y retrouver? Parce que on a des voitures, par exemple, voitures chinoises avec des constructeurs chinois qui débarquent sur le territoire français, qu'on ne connaît pas. Comment les appréhender? Est-ce que c'est finalement intéressant, Stanislas? Ça dépend. Si vous prenez un constructeur chinois comme MG qui a repris un blason anglais qui est quand même relativement connu, qui est tout simplement le blason de Maurice Garage, qui était des voitures de sport dans les années 40, 50, 60 et même 70 et 80. Qui a copié toute la stratégie de Hyundai, par exemple, qui sont un peu copiés-collés. Plus ou moins, mais en fait, pour se faire une place sur le marché européen, ils garantissent tout simplement leur voiture 7 ans. Ils se disent, voilà, nous on a une technologie qui est relativement basique, ils font des voitures la plupart du temps électriques, même s'il y a une thermique d'ailleurs qui vient d'arriver à la demande du marché européen d'ailleurs, ce qui est assez surprenant, que j'ai essayé, je pourrais vous en parler, mais je crois que j'en parle demain sur Sud Radio. C'est très décevant. C'est une parenthèse, mais ça vaut le coup d'être dit. Voilà, ces constructeurs chinois, ils s'implantent en Europe, ils ont quelques concessions, le réseau est pas encore immense, mais force est de constater que ces voitures sont quand même très bien faite. C'est pas du tout... Et abordable. Et très abordable. C'est pas du tout du low cost comme on aurait pu l'imaginer il y a 15 ans ou 20 ans, ou même une Dacia Spring, qui est la voiture électrique, une des voitures électriques les plus vendues en France, qui est vraiment pour elle, pour le coup, une vraie voiture low cost. Les voitures chinoises sont maintenant tout à fait acceptables. On a parlé des garanties 7 ans. C'est une guerre, c'est entre les constructeurs. La durée de garantie, je prends un exemple, Alfa Romeo, qui était une marque qui n'allait pas très bien, est passée à la garantie 5 ans, 200 000 km. Oui, alors c'est une guerre simplement d'affichage marketing ou commercial. Hein. Une garantie, ça s'achète. Donc quand le constructeur propose 7 ans de garantie, c'est pas parce qu'il est sûr de ses voitures, c'est parce qu'il a acheté la garantie, que vous pouvez acheter d'ailleurs par... Et il l'achète auprès d'un assureur. Oui, voilà, exactement. Et il vous l'offre. Donc c'est une remise d'ailleurs qu'on peut négocier. Moi je veux pas de votre garantie 7 ans, moi je prends 1 an, 2 ans, c'est la limite légale, et puis vous me remboursez le reste. Mais c'est un côté rassurant quand même d'avoir une voiture garantie 5 ans ou 7 ans. Mais c'est étonnant puisque ça va finalement à l'encontre de ce qu'on disait tout à l'heure, de se dire qu'on n'achète plus de voiture. Donc quand on propose une voiture de garantie 7 ans, on se dit moi je préfère effectivement avoir une voiture que je loue et je change tous les 3 ans, donc je suis pas embêté. Donc c'est un peu un contresens du sens de l'histoire, non ? Enfin, à mon avis, de toute façon, il y a un gros contresens. C'est que quasiment aujourd'hui, la majorité des voitures sont louées et achetées en entreprise, par les entreprises, et sont pour les cadres, pour les employés, pour les commerciaux, pas seulement, sont une espèce de salaire déguisé, en plus, une prime sur le salaire. Donc, on n'achète plus sa voiture, on la loue si on est un particulier et qu'on fait partie de la moitié qui achète réellement. Et puis sinon, ça fait partie d'un intéressement sur le salaire. On est complètement has-been, Philippe David, parce que nous, on a acheté nos voitures. On est vraiment de crétins. Voilà. Restez avec nous, on revient dans un instant avec nos experts. C'est avec Sud Radio, avec les vraies voix qui font rouler la France, avec Mobility TV. Je vais y arriver, et nos experts de ce soir. À tout de suite. Vous avez envie de poser des questions, vous êtes les bienvenus. 0826 300 300, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France.
Et c'est avec Mobility TV. On est ravis de vous retrouver la semaine prochaine, hein, le mondial de l'auto. Vous voulez tout savoir sur l'automobile, vous avez raison de nous rejoindre avec nos invités Stanislas Laroumet, fondateur de Ma Voiture Idéale, Jean-Christophe Lefebvre, journaliste reporter, Flotte Automobile. Et je vous rappelle que Jean-Christophe Lefebvre vient samedi dans le Grand Matin Week-end pour essayer un véhicule d'occasion avec Jean-Marie Bordry. Et Stanislas Laroumet revient dimanche pour essayer un véhicule neuf, puisque Sud Radio, vous le savez, aime l'automobile. Et donc, on ne va pas vous outer, vous n'allez pas nous répondre tout de suite si vous avez aimé ou pas aimé. Mais je vois à vos têtes, c'est pas la peine de nous regarder comme ça. On parlait des voitures des constructeurs étrangers, cette déferlante de nouvelles voitures, de nouvelles marques qu'on voit circuler sur les routes, où finalement, on ne sait même plus qui est qui. On a l'impression que ce sont des SUV, que tout le monde se ressemble. En tout cas, ils ont un dénominateur commun, c'est l'électrique. C'est ça. Oui, alors, effectivement, une bonne partie des entrants chinois, asiatiques, puisqu'il y a le vietnamien VinFast, met en avant l'électricité de leurs véhicules parce qu'ils arrivent à faire des voitures pas chères ils sont quand même les fournisseurs principaux de batteries aujourd'hui électriques, y compris chez Renault, chez nos constructeurs nationaux. Donc, mais ça représente pas vraiment une partie encore signifiante du marché. On n'est pas prêt à acheter du chinois aujourd'hui ? Si, quelques particuliers. En entreprise, il y a des tentatives, mais je suis pas sûr que... Sur une voiture chère, c'est assez compliqué. Je vais citer une marque qui a fait une voiture chinoise, c'est la DS9. On peut pas dire que ce soit un succès commercial. Elle est française. Mais elle est... Oui, française, made in Shenzhen. Alors, oui, il n'y a pas qu'elle. Mais quand c'est une Tesla qui est fabriquée en Chine, ça ne choque personne. Oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Ouais, c'est vrai. Exactement. Mais bientôt fabriqué à Berlin. Déjà fabriqué à Berlin. Non, je crois qu'il ne faut pas se polariser sur l'électrique, même si c'est ce qui va faire la nouveauté au Mondial de l'Auto. En tout cas, c'est ce qu'on nous demande. Hein. Oui, maintenant, la majorité des conducteurs et des acheteurs ou des loueurs, ils sont sur de l'essence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'essence qui a pris le dessus sur le diesel. Et qu'en essence, c'est des véhicules hybrides qui permettent de faire baisser la consommation très nettement. Donc là, tous les constructeurs y vont, y compris Peugeot qui était en retard. Je mets toujours de côté l'hybride rechargeable, avec du full hybride qui a vraiment, sur tous les modèles qu'on a pu essayer l'un et l'autre, qui ont vraiment des solutions intéressantes. Stanislas Laroumet, pendant des années, la France a été l'Eldorado du diesel. Est-ce qu'il faut encore acheter du diesel ? Déjà, on ne peut plus rentrer dans les ZFE. Oui, vous dites oui. La question qui tâche. Moi, je dis oui, je dis oui, je dis oui. Je dis oui pour choquer. Non, je dis oui parce que évidemment ça répond à des personnes qui roulent énormément, et pour avoir essayé la nouvelle Mercedes classée, pour ne pas la nommer, il n'y a pas si longtemps, et avoir parcouru plus de 600 km à son volant en consommant 6 litres de moyenne à des vitesses que je ne pourrais pas dire ici à l'antenne. Franchement, c'est remarquable. Et c'est pareil chez BMW, chez Audi, chez Peugeot, chez n'importe qui. Les diesels, à l'heure actuelle, sont des voitures que l'on peut conseiller. Évidemment, il va être très bientôt interdit de rouler avec dans certains centres-villes. Mais en revanche, en termes de pollution... Pour des grands parcours, c'est fabuleux. Ça a une autonomie exceptionnelle du couple pour traiter, par exemple, très tôt. Et puis, vous roulez en diesel, vous le savez. On a un couple à très bas régime. Voilà. Le couple maxi est à 1400, 1500 tours. Donc c'est quand même pas mal. C'est de nous dont vous parlez en parlant de couple. 1400 tours, ça fait beaucoup quand même. Ah, ça tourne. Non, concrètement, par exemple, si demain on va au salon de l'automobile, on veut acheter une voiture, quelle marque aujourd'hui, à part les Chinois, nous permet d'acheter une voiture en faisant un tout petit peu de choix, peut-être de fenêtres, de trucs, de sièges chauffants? Quelle marque nous donne la possibilité d'avoir une voiture assez rapidement? Renault, je l'ai déjà cité. Qui d'autre? Dacia encore, qui fait partie du groupe Renault. Peugeot aussi. Citroën également. Quand on dit rapidement, on dit combien de temps? Entre 1 et 3 mois. D'accord, ok. Donc ça veut dire que c'est largement Toutes les marques raccourci. nationales privilégient évidemment d'abord leur marché national. Non, mais il y a du stock le plus cher. Et puis il y a du stock. Les problèmes de stock sont résolus pour ces constructeurs-là. C'est ce qu'on m'a dit. Donc de stock, d'approvisionnement. Donc les voitures reviennent, pas forcément dans une finition qu'on voudrait. Il a été un temps le Peugeot 3008 qui est un best-seller a repris les bandeaux, les feux arrière avant le restylage il y a 3 ans, parce que dedans il y avait des LED sur la version actuelle qui n'y avait plus. Donc
ils ont installé ce type de feu, donc ça permet d'avoir des voitures tout de suite. Bon, j'espère qu'ils les ont vendues moins cher ou qu'il y a un contrat pour réinstaller. Il n'y a pas que chez Peugeot, Renault ou Citroën. Chez Mini, récemment, là, j'ai eu une demande pour une Mini Countryman. La France a je ne sais pas combien, une cinquantaine ou 150 Mini Countryman noires avec des jantes noires, intérieur tissu noir. Il n'y a pas de toit ouvrant. Ils les ont pris. L'Allemagne n'en voulait pas et la Mini a continué à produire parce que ils savent très bien que les Countryman, c'est un exemple, se vendent très bien avec le toit ouvrant. Ils ont dit on ne peut pas les faire à cause toujours de ces semi-conducteurs. Ils ont dit c'est pas grave, on les produit. Il y a bien un marché qui nous les prendra et c'est tombé sur la France. Donc ils les bradent pas, mais elles sont disponibles en 10 jours. Mais on pousse l'électrique. Je vais vous raconter une anecdote. Je crois que je l'ai déjà raconté à ce micro. Non, mais c'est du vécu. Dites non. Non. Sur l'autoroute du retour des vacances, il y avait une pompe sur 2 où les bornes électriques ne fonctionnaient pas. Comment est-ce qu'on fait? On met 12 heures, 15 heures pour rentrer de Saint-Tropez à Paris, 25 heures, le temps de... L'électrique est un gros problème. Et qu'à pas aller à Saint-Tropez. Je pense déjà. Il faut aller à Brie-Comte-Robert, c'est plus près. Vous allez plus près. Brie-Comte-Robert, vous pouvez y aller depuis Paris. C'est à 70 km, il n'y a pas de problème. Mais la mer est un peu loin. Oui. Mais non, il y a un problème avec l'électrique. Je pense que je ne veux pas faire de politique ni de polémique, mais les pouvoirs publics sont allés beaucoup trop vite en exigeant les constructeurs, en demandant aux constructeurs de ne plus produire de voitures thermiques à partir de 2035. C'est l'Europe, c'est pas nous. Hein. Oui, j'ai dit les pouvoirs publics. Oui, donc les pouvoirs publics, ils sont européens, français, scandinaves, comme vous voulez. Mais voilà, c'est trop tôt. On ne peut pas, pour l'instant, faire rouler tout le monde à l'électrique. Je passe évidemment au-delà des... Pourtant, certains sont prêts déjà. Des constructeurs qui sont prêts. Mais quelles sont les conséquences écologiques? Il faut voir quelles sont les conséquences écologiques de faire rouler tout le monde à l'électrique. Les clients aussi sont prêts. Il ne faut pas non plus jeter l'opprobre. Les clients qui achètent de l'électrique, il y a sûrement des déçus, mais ils l'achètent par conviction et en fonction de leur usage. Ils sont plutôt satisfaits. Un employé d'une entreprise, parce que souvent c'est l'entreprise qui est obligée d'en acheter quand ils renouvellent leur parc, fournit la voiture électrique avec une recharge qui est comprise. Sur l'entreprise, il arrive le matin, il se recharge toute la journée s'il ne bouge pas, mais s'il bouge, il peut aussi se recharger. Et le soir, il se branche chez lui s'il est en pavillon ou dans un immeuble moderne. Mais en général, l'autonomie aujourd'hui des voitures électriques modernes, elle est suffisante pour une utilisation au quotidien. Maintenant, effectivement, partir en vacances avec une voiture électrique sur 1000 km, ça reste un problème. Donc prenez le train. Pas un problème, improbable. Prenez le train, louez une voiture électrique à Saint-Tropez, et puis le problème est réglé. Ça c'est sûr que c'est compliqué. Le problème des bornes, soyons clairs, aussi dans les villes. Le coût de l'électricité, parce que en fonction de votre abonnement, de la borne à laquelle vous allez recharger, sur laquelle vous allez charger votre voiture et l'abonnement que vous avez, le coût n'est pas le même. Et puis du pays dans lequel vous roulez, par exemple en Autriche, ça peut être à la minute, d'autres c'est au kilowatt. Enfin c'est très compliqué. Donc ça peut coûter très cher de rouler à l'électrique. On va pas se raconter l'histoire. La TICPE, la taxe sur les produits pétroliers, rapporte tellement que le jour où il y aura plus que de l'électrique, ils vont transférer les taxes sur le courant, non? Oui, il n'y a pas de raison de se... Ils ne vont pas se priver. Mais bon, il y a déjà la TVA. Il y a déjà la TVA, oui. Donc la TVA sur la TIPCE, effectivement, on pourra toujours en reparler, mais on est capable d'inventer une taxe. Mais vous n'auriez pas dû le dire, ils n'y avaient pas pensé. Ça va être moi le coupable. Qui va produire toute cette électricité? C'est pas. On sait déjà que cet hiver, en Suisse, par exemple, j'ai entendu à la radio qu'en Suisse, il pourrait y avoir des coupures de courant parce que la Suisse ne pourrait pas avoir assez d'électricité. La Suisse, c'est pas beaucoup d'habitants. Ils ont une production pratiquement autonome d'électricité. Il pourrait y avoir des coupures de courant d'électricité en Suisse, alors que nous, en France, on est à peu près 60 millions, peut-être un peu plus maintenant, et on nous dit qu'il n'y a pas de problème et qu'on va rouler en voiture électrique et qu'il faut faire attention. Non, mais il y a un non-sens quelque part. Mais en tout cas, on nous a dit aussi qu'on allait peut-être mettre fin à certaines bornes pour faire des économies aussi d'énergie. Bon, vous restez avec nous, de toute façon, on revient dans un instant. On va faire un petit focus sur tous ces carburants. On va vous parler de bioéthanol, de GPL. Est-ce que c'est une alternative économique? Parce que c'est peut-être ça aussi l'avenir. Pourquoi pas se dire que il n'y a pas que l'électricité dans la vie. On en parle dans quelques instants avec d'autres spécialistes. On vous garde, messieurs, vous inquiétez pas. Restez là, bien au chaud, prenez un thé, un café, une madeleine. On revient tout de suite.
Et oui, les vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV. Vous les avez entendus tout à l'heure. Stanislas Laroumet est avec nous, fondateur de Ma Voiture Idéale. Jean-Christophe Lefebvre, journaliste pour Flotte Automobile. Entre autres, vous les entendez sur Sud Radio le week-end. Ils vous réveillent aussi avec Jean-Marie Bordry, bien entendu. C'est eux qui disent oui, c'est bien, c'est pas bien. Voilà. Et nos invités dans cette deuxième partie, Alexis Landrieux est avec nous, directeur général de Biomotors. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, merci à vous. Et enfin, une femme, dans ce monde de garçons, Sophie Godillère est avec nous, bienvenue. Bonsoir. Merci d'être avec nous, vous êtes directrice des affaires publiques de France Gaz Liquide pour parler bien entendu du GPL, puisqu'on va parler du GPL et du bioéthanol. On va revenir avec vous déjà, les garçons, Stanislas et Jean-Christophe. Jean-Christophe, on parlait de l'électrique, forcément notre champ d'action s'ouvre sur de nouvelles pas carburation, en tout cas des carburants. On parle beaucoup de bioéthanol. Il y a plusieurs formes de bioéthanol. Il y a les constructeurs qui l'ont déjà intégré chez eux, et il y a cette transformation dont on va parler dans un instant avec Alexis Landrieux. Tout à fait. L'intérêt du superéthanol, je ne sais pas si l'appellation bioéthanol est toujours, il nous le dira, mais l'appellation officielle. Mais ce E85, l'intérêt, c'est qu'il fait beaucoup baisser le CO2, vu qu'il est obtenu à partir de la betterave, du blé, du maïs et d'autres composants végétaux, dont il n'y a pas de pétrole dans l'affaire, sauf le tracteur qui l'a cultivé. Mais qui roule peut-être à l'éthanol aussi. Voilà. Et donc, c'est de l'alcool. Et après, on met de l'alcool dans l'essence, dans des proportions variables, jusqu'à 85, d'où son appellation E85. En général, c'est un peu moins. Alors, il a quelques petits défauts, mais il a le mérite de, effectivement, permettre d'obtenir les mêmes performances qu'un véhicule à essence pure et de fonctionner après peut-être quelquefois des adaptations, mais qui est peu coûteuse, sur n'importe quel moteur essence. On va en parler avec lui, et Stanislas, justement, et ses constructeurs qui l'ont prévu comme Ford il y a déjà bien longtemps, et donc c'est d'origine sur la voiture. Alors Ford, Land Rover, Jaguar proposent en effet, et ce sont les seuls à proposer des voitures neuves. Flex Fuel ou Flex Motors, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Mais bref, c'est quand même formidable, moi je trouve, parce que c'est un carburant qui est beaucoup moins cher, qui coûte entre 60 et 85 centimes le litre, par rapport au super à l'heure actuelle. Alors, si vous en trouvez, encore une fois, c'est compliqué. mais voilà. Un litre de super, c'est, alors chez Total, qui est pas cher, c'est 1,60, mais c'est plutôt 2 €. Donc c'est quand même beaucoup moins cher. Il faut savoir quand même qu'une voiture qui fonctionne à l'éthanol, au super éthanol, donc E85, qui contient jusqu'à 85% de biocarburant, moins l'hiver, parce que l'hiver c'est un carburant qui va moins permettre le démarrage avec le froid. Le démarrage à froid notamment, donc on est plutôt aux alentours de 60% de bioéthanol, le reste étant du super, donc de l'E10. Et qu'est-ce que je disais? Excusez-moi, j'ai perdu le fil. Une connerie, alors comme ça vous allez vous arrêter. Alexis Landrieux, comment expliquer que la France, qui a des terres agricoles gigantesques, on a mis des millions d'hectares en jachère, on pourrait faire travailler nos agriculteurs avec l'éthanol et on l'aide pas? À part 3 constructeurs, il n'y en a aucun qui est en face. Au Brésil, c'est 80% du marché l'éthanol. Pourquoi ce racisme anti-éthanol? Alors en fait, je pense que c'est des choix politiques qui ont été menés notamment avec du tout diesel il y a quelques années, qui ont fait malheureusement prendre du retard aux constructeurs sur le sujet. Pour notre part, ça fait maintenant depuis plus de 10 ans que je conçois des systèmes de conversion, donc on va dire que j'ai été un peu à contre-courant pendant de nombreuses années. Et évidemment, aujourd'hui, le bioéthanol, comme vous le disiez, permet de répondre à 2 choses principales de l'actualité. C'est évidemment le pouvoir d'achat, avec un litre à seulement 70 centimes, et évidemment l'indépendance énergétique aussi, parce que, rappelons-le, la France, grâce au fait qu'on ait travaillé à ce que le boîtier devienne légal et puisse être installé, comme on le rappelait, sur tous les véhicules essence, permet à la France aujourd'hui d'être le premier pays producteur de bioéthanol en Europe. Donc on peut dire chapeau, on va dire que c'est vraiment un carburant franco-français. Et évidemment, l'atout environnemental avec 50% de moins de CO2 et 90% de moins de particules. Ouais, je rappelle quand même que vous êtes le premier fabricant de systèmes de conversion homologués 100% français, brevetés, et c'est bien de le rappeler. On va parler du GPL aussi avec Sophie Godillard, directrice des affaires publiques de France Gaz Liquide, pour parler de ce GPL,
parce que ça aussi c'est une alternative et c'est vrai qu'on entend un tout petit peu moins parler. Oui, mais pourtant c'est ancien bien. aussi, Oui. déjà c'est déjà bien maîtrisé depuis longtemps. La faute aussi un petit peu à des bonus écologiques qui sont arrêtés en 2011 ou 12. Et en effet, il y a ce qui fait revenir aujourd'hui le GPL un petit peu sur le devant de la scène, c'est parce que justement il y a cette dimension prix, même que dit Alexis, là à la pompe, on est autour de 75 centimes en moyenne, c'est pas mal. En plus, il y en a dans les stations en ce moment, c'est plutôt sympa. Ouais. Et, Vous faites rêver les gens là. Il y a un produit dans les Il va y stations, avoir à un part rush. les paquets de bonbons à la caisse, c'est fabuleux. C'est ça. Parce que aussi, d'un point de vue indépendance énergétique, le GPL il n'est pas importé de Russie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens prennent même des bouteilles de gaz pour suppléer à d'éventuelles coupures électriques. Mais c'est un autre sujet. En tout cas, le GPL revient sur le devant de la scène grâce à ce prix et aussi pour la qualité de l'air. Parce que dans les problématiques des ZFE dont vous entendez parler juste auparavant, je sors là d'une réunion avec les co-rapporteurs de la mission Flash sur l'accompagnement des ZFE. Oui. Ça va pas vraiment changer les critères. Ils vont essayer de rendre les choses plus faciles, de créer des corridors, de faire de l'accompagnement. À certaines personnes. Et surtout, l'accompagnement, c'est quoi? C'est donner aux gens un choix de carburant qui soit réellement intéressant pour la qualité de l'air, qui soit intéressant d'un point de vue économique, qui soit pas inabordable avec même un reste à charge énorme quand on fait des bonus qui vont cibler que les véhicules électriques. Donc, un nouvel atout pour GPL. Oui. Alexis Landrieux et Sophie Gaudillard, même question pour tous les deux. Quand on fait une modification de son véhicule pour le passer à l'éthanol, s'il n'est pas d'origine ou GPL, on perd la garantie constructeur? Alors aujourd'hui, justement, l'homologation permet d'avoir la modification qui soit reconnue sur la carte grise. Ouais, le fait que le véhicule soit modifié sur la carte grise le rend légal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une part de garantie qui est liée à notre système, à notre installation et à l'utilisation du bioéthanol. Et évidemment, le constructeur garde la garantie sur le reste du véhicule, comme à l'essence. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment, il faut surtout regarder à acheter un système qui soit homologué et reconnu, notamment aussi pour les avantages fiscaux qui vont en découler, liés au fait que la carte grise apparaît officiellement comme un véhicule plus propre. Un changement de carte grise, effectivement, une homologation par la DREAL. Mais le constructeur d'origine, c'est une Peugeot, c'est une Renault, c'est une Citroën, ce que vous voulez, vous maintient la garantie même si vous changez? Non, en général non, mais c'est rarement sur des secondes montes véhicules neufs, c'est moins, on va souvent rétrofiter, on va dire, c'est un terme électrique, vers un véhicule d'occasion qui était peut-être en critère 3 ou 4, qui va passer en critère 1 grâce... Il faut qu'on explique ce que c'est que rétrofiter, c'est de remettre en électrique ce qui était terminé. Voilà, conversion en électrique, une conversion au GPL, ça veut dire effectivement monter un deuxième réservoir, un autre carburateur. Donc ça, c'est très homologué, c'est très encadré. En revanche, le constructeur d'origine, il veut plus en entendre parler. Voilà, c'est plutôt sur des véhicules d'occasion. À vous, Sophie, et à vous, Alexis, on a des chiffres justement sur aujourd'hui les voitures, le nombre de voitures équipées GPL, par exemple. Alors le parc de voitures GPL, c'est 220 000 véhicules. Ah oui, ce qui est plutôt pas mal. Ça a pas mal monté, notamment avec des véhicules neufs, en l'occurrence, le groupe de Renault et Dacia. Oui, absolument. C'est ce marché qui tire beaucoup. Et à vous, Alexis Landrieux, aujourd'hui, des reconversions justement à ces boîtiers éthanol, on dit qu'il y a une file d'attente énorme. Alors, depuis 10 ans, effectivement, on a eu un gros afflux depuis le début de l'année avec plus de 8000 boîtiers vendus chaque mois face à la crise des carburants. Donc, évidemment, ça représente beaucoup de boîtiers. On a aujourd'hui rétabli le régime. Il fallait s'organiser pour une telle affluence. Aujourd'hui, je le dis, profitez dès maintenant, avant l'arrêt des aides, de commander et de faire installer votre voiture, puisque là, on n'a aucun délai actuellement. On livre, la commande est livrée le jour même. C'est donc important de s'y prendre dès maintenant, parce qu'évidemment, à la fin de l'arrêt des aides au 31 décembre... C'est quoi les aides, Alexis, pardon? Les aides sur le carburant. Oui, parce qu'évidemment, les aides, ok. Et oui, au 31 décembre, il y aura forcément je pensais qu'il y avait une aide dont je n'avais pas eu vent sur la mise en place d'un... Il y a des aides de région. Les régions financent une partie d'installation à hauteur de 500 € pour certaines. C'est notamment l'Île-de-France, PACA, Grand Est et Hauts-de-France qui financent jusqu'à 500 € l'installation d'un boîtier qui environ coûte 750 €. Donc vous avez bien compris que c'est extrêmement rentable. Oui, juste pour ajouter quand même, et vous allez confirmer, c'est que comme pour l'électrique, trouver une station GPL, ça c'est pas forcément évident.
En province, dans les campagnes, on a eu beaucoup, puis de moins en moins. Je On me a suis une moi-même. sur 7 à peu près. Ouais, je me suis 1500. trouvé. Et pour le E85, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même encore des soucis de trouver. Alors attendez. Moi je veux bien répondre parce que je suis un utilisateur de 85. Attendez, vous savez quoi? On va faire un petit teasing parce que là on va partir en pub. Donc ne dites rien, ne dites rien parce que comme ça les auditeurs vont rester. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire? On veut savoir. Donc restez avec nous, on est ensemble jusqu'à 20h. On va en parler de toute façon. Et si vous êtes utilisateur de GPL ou de bioéthanol, si vous voulez convertir, vous pouvez nous appeler 0826 300 300. Bienvenue, c'est les vraies voix avec Mobility TV. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et c'est la dernière partie des vraies voix qui font rouler la France avec Mobility TV, Alexis Landrieux, directeur général de Biomotors, avec Sophie Godilière, qui est directrice des affaires publiques de France Gaz Liquide, pour parler bien entendu du GPL, et puis Stanislas Laroumet, fondateur de Ma Voiture Idéale, et qui est en ligne, et Jean-Christophe Lefebvre qui est avec nous, qui flotte automobile, journaliste bien entendu. On va revenir avec vous, Alexis Landrieux. On se posait la question hors antenne. On se disait il y a quelques instants, je ne sais plus quoi, j'avais une question à vous poser. Est-ce qu'aujourd'hui, une fois qu'on a installé un boîtier bioéthanol sur une voiture, donc on est d'accord, on ne peut plus l'enlever parce qu'on a changé finalement la configuration de la voiture? Tout à fait, mais évidemment, ça ne lui empêche pas dans le réservoir d'origine de remettre aussi bien de l'essence que de l'éthanol, que de mélanger les deux. Absolument. Alors une question, on a parlé des marques, il y a 3 marques qui font de l'éthanol en première monte, il y a des marques qui font du GPL en première monte? Oui. Dacia Renault. Dacia Renault. Clio Capture, Lan, et Dacia, toute sa gamme est en éco-G, ce qui s'appelle la gamme éco-G. Et une question, quelle est la différence entre le GPL et le GNV? GNV, c'est du gaz naturel véhicule, du méthane. Donc le GPL, c'est du propane, pour simplifier, et quasiment 100%. Le GNV, c'est le gaz naturel, donc méthane, et ça, c'est plutôt pour la mobilité lourde. Il y a un parc à peu près de 30 000 véhicules en GNV. Ça va être plutôt des bus, des camions de livraison, des camions de livraison. C'est bien parce que moi qui habite en ville et qui est 2 supermarchés en bas de chez moi, ils livrent au GNV, ils sont beaucoup plus silencieux. Ça, c'est vrai. Ce que vous disiez tout à l'heure, Sophie Godilière, par rapport aux stations-service, de cette obligation finalement d'avoir plusieurs forcément carburations, à part le GPL et le bioéthanol. Non, ils ne sont pas tenus de le distribuer. Donc, effectivement, ça peut expliquer un certain maillage qui peut laisser à désirer dans certaines régions, ou même s'il y a la possibilité de rouler aussi à l'essence, on n'est pas en panne sèche, comme quand on ne peut pas ni charger sa voiture ni faire le plein. En bicarburation essence GPL, c'est vrai qu'en revanche, on pourrait. Alors, le réseau autoroutier est assez bien servi, mais voilà, le quotidien des gens en zone rurale, c'est pas forcément le réseau autoroutier. Et aujourd'hui, pardon, allez-y. Oui, non, mais c'est un marché qui est très dépendant de l'offre des constructeurs. Il y a 10 ans, le GPL était beaucoup plus répandu. Qu'aujourd'hui, et de la même façon, le 85 ne doit sa vie que parce qu'il y a une offre, alors que c'était aussi beaucoup plus répandu, y compris en Suède ou en Scandinavie, où ils ont arrêté d'offrir ce type de carburant. Peut-être qu'ils y reviendront, mais il faut quand même dire que pour le E85, on est quasiment le seul pays en France à proposer ce type de carburant qui est obtenu à partir de ce qui peut aussi servir à l'alimentation. Mais on le fait a priori de plus en plus avec les parties non alimentaires des plantes. Non, oui, enfin c'est ce qu'on annonce, mais pour l'instant c'est quand même du blé, du maïs et de la betterave. Donc attention, c'est quand même au détriment. Alexis Landrieux. Excusez-moi, oui, effectivement, c'est moins d'1% des terres cultivables en France aujourd'hui, et on arrive encore à exporter de l'éthanol vers les pays européens parce qu'on est même en surproduction. Et c'est pourquoi on n'utilise pas encore la seconde génération, mais qui existe, et notamment avec une usine patronale de Montpellier à Vergès qui propose aussi de l'éthanol lié au mou de raisin, donc aux résidus des vendanges. C'est le cas aussi pour la betterave, avec notamment la mélasse sucrière qui finalement n'est pas exploitée, mais qui est exploité pour faire du bioéthanol. Et sur le maillage, parce que c'était un peu le teasing avant la pub, aujourd'hui, effectivement, il y a eu beaucoup d'investissements. C'est pour ça que c'est durable aussi, la solution éthanol, sur les stations-service, avec maintenant 3100 stations en France, soit quasiment 1 sur 3, qui proposent le bioéthanol et qui sont d'ailleurs en rupture actuellement. Juste sur la typologie des clients, Alexis Landrieux, aujourd'hui, est-ce que ce sont des grands rouleurs? Est-ce que finalement, ce sont des petites citadines? Quelle typologie de personnes utilisent vos boîtiers?
Effectivement, ces dernières années, c'était principalement des gros rouleurs ou des berlines, mais on constate depuis l'année dernière que finalement notre podium s'établit sur des petites citadines, type 208, Clio, Sandero, parce qu'on voit bien que c'est aujourd'hui le carburant du pouvoir d'achat qui répond même aux petits rouleurs, juste pour des trajets quotidiens, parce que clairement, on sature. À 2 € le litre, c'est pas vivable. Ah Voilà. oui, ça c'est sûr. Comment on peut s'y retrouver finalement quand on est, et ça je vous demande à vous, j'ai Christophe et Stanislas, comment on peut s'y retrouver dans toutes ces... qu'est-ce qu'on doit choisir finalement? Parce qu'on se rend compte que finalement, entre les voitures citadines, les machins, les motorisations, les carburants, je pense que franchement, c'est ce que je disais au début, on est perdu. Il faut un bac plus 5 minimum pour choisir Non, une voiture. Vous m'appelez, puis voilà, moi je vous réponds, il n'y a aucun problème. Stanislas, je vais balancer votre numéro, vous inquiétez pas. Ce qu'il faut, c'est quand même d'abord savoir quelle utilisation on va avoir d'un véhicule, donc le carburant qui va avec, et ensuite où est-ce qu'on est dans tel village, dans telle ville, à Paris ou ailleurs, qui va pouvoir vous offrir, parce que les ventes sur Internet, ça n'existe pas, qui va pouvoir vous offrir chez le concessionnaire à côté, le véhicule et le carburant qui va avec, qui correspond. Donc je crois qu'il on n'a pas de réponse, chacun a finalement sa réponse. Il suffit d'habiter tout près d'une station GPL pour évidemment pouvoir choisir un GPL. Oui, ou même d'avoir une borne électrique offerte entre guillemets par la mairie pour pouvoir rouler en électrique. Et si on fait 200 km par jour, c'est formidable. Moi, je vous propose d'avoir une voiture en GPL pour faire plaisir à Sophie hier, une voiture en bioéthanol pour faire plaisir à Alexandre Landrieux. J'ai eu les deux, donc c'est bon. Oui, Alexis, je vous écoute. C'est justement l'avantage du mix énergétique qui est en train de se mettre en place, c'est adapter sa motorisation à son utilisation, ce qui ne se faisait pas ces dernières années, évidemment, avec du tout diesel. Et par exemple, pour mon cas, parce que c'est intéressant, mais vous pouvez aussi mettre de l'éthanol sur de l'hybride ou de l'hybride rechargeable. Par exemple, j'habite à 6 km du bureau, donc évidemment, un thermique pour faire 6 km n'a aucun intérêt. C'est sûr. Mais néanmoins, faisant quand même 35 000 ou 40 000 km à l'année, j'ai nécessairement besoin d'être à éthanol. Donc finalement, aujourd'hui, je roule avec de l'hybride rechargeable éthanol. Voilà, vous avez trouvé la bonne alternative. Restez avec nous parce que l'intérêt aussi, c'est de parler de cette belle opération Autopresse for Ukraine. C'est vous qui vous en occupez, Jean-Christophe. Oui, tout à fait. Alors, je peux rebondir sur le sujet précédent, puisque c'était avec des Dacia, cette opération s'est effectuée avec des Dacia Jogger. Je reviens sur l'opération qui, pour certaines voitures, était GPL. Et donc, je peux témoigner que le GPL fonctionne très bien. On a fait 4500 km grâce à la Fondation Renault, qui nous a financé modestement, mais ça suffisait, une opération sur 5 jours, un aller-retour rapide avec quelques confrères qui ont un bon coup de volant. Et donc, on a pu convoyer près de 6 tonnes d'aide d'urgence pour l'hiver jusqu'en Roumanie, d'où l'intérêt de rouler avec des Dacia, puisque Dacia en Roumanie était partenaire, et ainsi que l'ONG aussi principale qui s'appelle Acted, qui est le numéro 2 en France et qui est peu connu, qui est implanté en Ukraine depuis 2014 et l'invasion du Donbass, et qui a aujourd'hui encore beaucoup d'actions avec les réfugiés ukrainiens, bien sûr, et cette aide leur sera distribuée très rapidement. On a fait cette opération un petit peu sur un coup de tête, un coup de cœur, rapidement. Et cette association est amenée à reproduire le schéma de ce convoi pour l'Ukraine. Vous étiez combien ? Nous étions 6 véhicules, 9 chauffeurs. Je recrute pour le prochain. Vous avez recruté, Non, mais il ne faut pas faire des opérations, on est trop nombreux. Donc, je suis en discussion, je ne peux pas vous en parler plus, mais pour faire effectivement quelque chose qui ait du sens. Il faut avoir du sens dans ces opérations-là, sinon la supply chain, comme on dit maintenant. Et du cœur, voilà, c'est ça qui est important. Il faut pouvoir consacrer 5 jours, 6 jours. C'est déjà peu pour conduire. Ça fait plus de 1000 km par jour sur des routes pas forcément très bonnes et avec des véhicules fiables. Et qui carbure au GPL par exemple. Et qui pourrait carburer bien entendu éthanol avec notre invité Alexis Landrieux. Merci d'avoir été avec nous, directeur général de Biomotors. Je rappelle que c'est le premier fabricant de systèmes de reconversion homologués 100% français. Merci d'avoir été avec nous et de vous être prêté à l'exercice. Sophie Godiliard, merci aussi d'être avec nous, d'être venue, directrice des affaires publiques de France Gaz Liquide, pour parler du GPL. N'oubliez pas, il y a aussi le GPL. Et merci bien sûr à nos 2 camarades qui nous ont supportés
porter pendant 1 heure. Merci à vous aussi. Laroumet, fondateur de Ma Voiture Idéale, qui est en ligne. Vous pouvez aller faire le test. .org. Attention, c'est .org. Faites le test. Allez voir si effectivement vous allez pouvoir trouver votre voiture idéale. Et merci beaucoup Jean-Christophe Lefebvre pour Flotte Automobile, journaliste qu'on retrouve l'un le samedi et l'autre le dimanche avec Jean-Marie Bordry. On était ravis de partager cette émission avec vous. Ravi, absolument. Demain, on est au Futuroscope, Cécile. Et on va y aller de 17... en minibus. Voilà, c'est ça. Allez, on vous souhaite une belle soirée. On se retrouve demain. Dans un instant, Yvan Cujus. Oui, on va chanter. Avec Cali, Pixel et Robin Bennett. Mais tout de suite, conseil de famille avec Stéphane Moller. Salut, à demain.